Bonjour à tous, herkese merhabalar. Bienvenue dans le 9e épisode du podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pelin, créatrice et rédactrice du site internet leblogdistanbul.com. Le blog d'Istanbul est un site internet francophone qui vous aide à préparer vos séjours ou votre expatriation à Istanbul et en Turquie. Vous pouvez aller y jeter un œil sur www.leblogdistanbul.com. Alors, hoş geldiniz arkadaşlar. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et aussi à la musique d'entrée que j'ai choisie pour l'occasion, on va parler du deuil. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai soudainement choisi ce sujet pas très gai. Et justement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que je me rends compte que c'est un sujet qu'on aborde très peu et force est de constater que la mort fait aussi partie de la vie et on est tous confrontés, une fois au moins, à ce malheureux moment qu'est le deuil. Du coup, j'ai décidé de faire cet épisode après avoir reçu des témoignages très touchants sur Instagram et sur Facebook. Et je voulais aborder un sujet qui finalement n'est pas très abordé sur Internet, étant donné que sur Internet, on est toujours obligé de montrer le meilleur de soi-même, de faire des grands sourires, d'être les plus beaux au possible. Et clairement, le deuil dans tout ça, ça n'a absolument pas sa place. Pourtant, on le vit tous, comme je l'ai déjà dit. Alors, j'aimerais juste, pour commencer, dire quand même quelque chose. C'est que dans cet épisode, je ne vais pas venir en soutien ni en réconfort de personne. Je n'ai absolument pas la prétention de pouvoir soigner une telle blessure. Mais justement, étant donné que c'est une blessure qui est cachée et qu'on n'en parle peu. J'ai juste envie d'ouvrir une porte et de dire comment moi j'ai vécu la chose en tant que franco-turque. Parce que oui, moi aussi j'ai vécu le deuil une seule fois. J'ai perdu quelqu'un de très proche en 2016 et je vais bien évidemment vous parler de cet événement qui a marqué ma vie. En effet, la personne que j'ai perdue était mon papa. Et je vous expliquerai comment ça s'est passé, comment quand un homme turc habite en France, comment est-ce qu'il se fait rapatrier en Turquie, parce qu'il existe un système qui est mis en place par le gouvernement turc dont je n'avais absolument pas connaissance avant le jour où on en a eu besoin. On évoquera rapidement l'enterrement, les coutumes à la turque qui existent dans ma famille et puis dans les familles turques en général. Et enfin, on parlera un peu de comment j'ai vécu la chose après. Ça va pas être gai les amis, mais je vais essayer de rendre ça intéressant. Et surtout, j'espère que vous êtes prêts. Moi, ça fait déjà 4 fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode sans fondre en larmes. Donc, je pense que là, on est bon. Le but de cet épisode, c'est absolument pas de vous faire subir mon florilège d'émotions, mais bien de partager une expérience et puis d'ouvrir une conversation sur un sujet peut-être que vous n'avez jamais abordé avec personne. Alors tout d'abord, il va falloir que je vous parle un petit peu du contexte. Comme je vous l'ai dit, ça s'est produit en 2016. Alors ce qu'il faut que vous sachiez sur moi, c'est que j'étais extrêmement proche de mon père. Nous étions un peu comme cul et chemise, on avait une relation. J'en ai déjà parlé dans un podcast, je vous renvoie au podcast sur mon père, je crois que c'est le 4e ou 5e. Et vraiment, j'étais extrêmement proche de lui, au point qu'on se parlait quasiment tous les jours au téléphone. Et il me semble que c'était en 2014, il est tombé malade et il a eu un cancer. Et après un traitement très lourd et une chimiothérapie, il a réussi à s'en sortir. C'était un miracle, vraiment. On était tous très heureux, bien que lui ait quand même souffert énormément de tout ce très très lourd traitement. À la fin 2018, malheureusement, il a fait une rechute. Et quand j'ai appris ça, j'ai pris le premier vol et je suis partie le rejoindre parce qu'il était à l'hôpital, il a appris la nouvelle qu'il avait fait une rechute et donc du coup j'étais allée le rejoindre pour passer quelques semaines avec lui
sans vraiment savoir quand est-ce que j'allais rentrer, mais vraiment, ça m'importait peu. J'avais pris des congés et voilà, j'étais partie pour 3 semaines à côté de mon papa. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital avec lui. Et à l'époque, vraiment, les médecins étaient confiants. Ils s'en étaient sortis une fois, ils pourraient s'en ressortir une seconde fois. Donc voilà, on était tous très positifs par rapport à cette situation. Et je suis rentrée en Turquie très confiante. Le 13 mars 2016, ça faisait déjà quelques jours que ma sœur me disait que papa n'allait pas très bien. Mais elle ne m'alarmait pas, elle était confiante et elle me disait « T'inquiète pas, s'il y a quelque chose, je te le dirai, continue ta vie ». Donc ce dimanche-là, j'étais invitée à un petit déjeuner par des amis. Et alors que j'habitais à Bostancı, il fallait que je me déplace jusqu'à Bebek. On avait décidé de prendre un petit déjeuner entre amis, mais il y avait des gens que je ne connaissais pas qui étaient également invités. Et c'était pour moi l'occasion de faire de nouvelles rencontres, sauf que je n'avais pas du tout la tête à cela. Et je suis allée vraiment pour ne pas faire une fixation sur le problème du moment, qui était que mon père n'allait pas bien. Donc j'essayais de me libérer l'esprit en me disant que ça allait passer. J'arrive au petit déjeuner et puis je suis inconfortable et puis le restaurant me paraît hyper étouffant, pas du tout agréable. La nourriture est trop riche, trop grasse, il y a trop, tu vois. Et les gens avec qui je suis m'ont l'air inintéressants, les sujets qu'on aborde ne m'intéressent pas. Je suis vraiment ailleurs et je n'arrive pas à formuler 2 phrases l'une à côté de l'autre qui ont du sens. Je suis vraiment pas bien. J'essaye de joindre ma sœur quelquefois et puis ça ne répond pas, donc j'essaye de continuer mes conversations, mais la tête n'y est pas. Et puis finalement, quelques heures après, le petit déjeuner se termine enfin et on est sur la route pour rentrer. Il me semble que mes amis devaient me déposer à Beşiktaş et je n'avais qu'une envie, je me rappelle très bien que je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de cette putain de voiture et que personne ne me parle. Et j'en avais marre qu'on me pose des questions. Mais alors, Péline, qu'est-ce que tu deviens ? Mais alors, Péline, qu'est-ce que tu fais ? Taisez-vous, laissez-moi en paix. Et encore à ce jour, je regrette d'être allée à ce petit déjeuner. Je descends de la voiture à Beşiktaş, c'est à peine si je dis au revoir. Ouais, merci, allez, ciao. Bam, je ferme la porte. Et là, je commence à être dans un brouillard, dans un tourbillon dans ma tête. Je me sens vraiment pas bien. Je prends le Vapoche pour passer du côté de Kadıköy. Et là, je reçois un appel. Ma sœur. Il est dans le coma. Il va vraiment pas bien. Je commence à fondre en larmes, alors que les musiciens du Vapoche étaient en train d'essayer de nous arracher un petit sourire à nous, public. Mais moi, j'étais pas un public, là. J'étais mortifiée. Qu'est-ce qui va se passer ? Il était déjà à la fin de la journée et j'ai appelé mon ex-petit copain et je lui ai demandé du soutien. Je savais pas quoi faire. J'étais complètement perdue, je savais plus prendre de décision, j'étais vraiment bloquée. Et là, il a pris en main la situation, il m'a acheté mon billet d'avion et le lendemain, je partais pour le premier vol au beau matin. Et bizarrement, le lendemain, je suis beaucoup plus positive et je me dis que ça va aller. Je me dis que oui, je vais aller soutenir mon papa et je vais le soigner et quelques semaines plus tard, je rentrerai à Istanbul. J'avais donc préparé une valise de 3 semaines et mon ex-petit copain était venu me chercher. Nous sommes allés à l'aéroport, il m'a déposé et j'ai pris mon vol pour Paris. J'avais prévenu ma cousine et je lui avais demandé de venir me chercher, ce qu'elle a fait. Sauf que dans la voiture, il y avait ma mère et sa mère à elle, ma tante. J'étais un peu étonnée, très contente de voir ma mère, je lui ai fait des gros câlins. Sauf que tout le monde a une tête d'enterrement. Nous arrivons à l'hôpital et c'était une petite clinique, pas très loin de là où j'ai grandi. Et là, je me rends compte dans le hall qu'il y a
à peu près toute ma famille, sachant que j'ai beaucoup d'oncles et de tantes et ils ont eux-mêmes beaucoup d'enfants, donc ça fait ma famille, rien qu'à moi, ça fait déjà plus de 50 personnes. Puis je tourne la tête et puis je vois, il y a encore plus de monde, c'est mes voisins, les amis de mon père. On était vraiment presque une centaine dans le petit hall de la clinique. Je me suis dit, mais pourquoi tout ce monde est là? Et en fait, j'ai pas tilté sur le coup. Tout le monde s'est tourné vers moi quand je suis arrivée et tout le monde faisait mine de me sourire, mais n'avait pas du tout le cœur en joie. Je me suis approchée du comptoir et l'infirmière, me voyant, m'a demandé si j'étais bien sa fille, celle qui vient de l'étranger. Je lui ai dit oui, c'est bien moi. Et elle m'a dit « Ok, suivez-moi, vous pouvez prendre votre maman avec vous ». J'ai pris ma mère par la main et j'ai suivi la dame qui m'a emmenée dans une chambre. C'était la chambre de mon père. Et là, je l'ai vu couché, inanimé bien évidemment, branché à des machines. Et j'ai sauté sur lui, j'ai pris sa grosse main potelée. Vous savez, mon père est un gros monsieur avec un gros ventre, des moustaches à la turque et il avait des mains potelées. J'adorais ses mains. Du coup, je me suis agrippée à ses mains et j'ai approché ma bouche de son oreille et je lui ai dit « T'inquiète pas, papa, mais là, qu'est-ce je suis arrivée et on va te soigner. Ne t'inquiète surtout pas. » Et j'ai serré sa main très très fort. Et je lui ai fait un bisou sur la joue. Et à ce moment-là, son cœur s'est arrêté. Alors moi, j'ai pas compris, bien évidemment, jusqu'à ce que j'entende ma mère qui commence à pleurer. Et là, ma tante est arrivée dans la chambre et elle a aussi commencé à pleurer. Et l'infirmière est arrivée, elle m'a demandé de me pousser et puis elle a commencé à faire des manipulations sur mon père, mais son cœur s'était arrêté. Et sans que je ne comprenne, en fait, il y a plein de gens qui ont commencé à rentrer dans la chambre et commencé à pleurer. Et moi, j'étais encore sous le choc. Et j'ai eu aucune réaction pendant quelques dizaines de minutes. Et voilà, il était parti. Ce que je me rappelle très très bien, c'est qu'il avait le sourire aux lèvres. Et je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi, mais je me rappelle très bien que son visage était extrêmement illuminé, comme s'il avait retrouvé la paix. C'était vraiment beau à voir, avec son petit sourire en coin. Une fois que tout le monde est parti de la chambre, j'ai commencé à me lâcher, même si c'était avec beaucoup de retenue quand même, parce que j'étais pas très sûre de ce qui se passait. Et j'ai commencé à pleurer petit à petit. Mais ça s'est très vite arrêté parce que on a été confrontés à, en fait, il faut prendre en charge la situation. Parce qu'il est parti et maintenant, faut passer à l'étape suivante, celle de la prise en charge. Parce que avant de pouvoir faire son deuil, il faut prendre en charge tout ce qui est enterrement. Mais alors vous allez me dire, quand vous êtes d'origine turque et que vous vivez en France, comment est-ce que ça se passe ? Bien écoutez, à ce moment-là, je n'en avais aucune idée. Et je l'ai appris sur le tas, comme mes frères et sœurs. Et du coup, je vais vous dire comment ça se passe. Pour vous expliquer comment s'est passé le rapatriement de mon papa à Izmir, il faut que je vous explique tout d'abord ce qu'est le Diyanet. Le Diyanet, c'est le ministère des Affaires religieuses en Turquie, créé en 1924 sous les ordres d'Atatürk, après l'abolition du califat et la chute de l'Empire ottoman, pile au moment de la création de la République turque moderne. Et selon la toute nouvelle constitution turque, le Diyanet était une administration qui respecte la laïcité du pays, avec un aspect totalement neutre face aux idées politiques,
mais dont le but, c'est de s'occuper un petit peu des activités liées à la croyance de la religion de l'islam. Il y a aussi d'autres fonctions du Diyanet, comme éclairer les sociétés sur la religion, inculquer la morale de l'islam et également gérer les lieux de culte. Parce que oui, les imams en Turquie, ainsi que tout le personnel qui travaille dans les lieux de culte islamiques, sont des fonctionnaires de l'État. Par contre, les personnes qui travaillent dans les églises, il y en a 1400 en Turquie actuellement, ou alors les personnes qui travaillent dans les synagogues, il y a actuellement 50 synagogues, à peu près, 50 synagogues en activité, pas celles qui sont abandonnées, en Turquie. Et il y a d'autres lieux de culte, bien évidemment, qui sont tenus par des minorités, comme par exemple les Cemevi, qui sont les lieux de culte des Alevis. Il y a à peu près 1000 Cemevi en Turquie actuellement. Et ces lieux de culte-là ne sont pas du tout tenus par des fonctionnaires, mais par contre, les mosquées sont tenues par des imams qui sont, eux, fonctionnaires. On reparlera dans un autre podcast de la Turquie laïque, et j'intitulerai d'ailleurs ce podcast « La Turquie est-elle un pays laïque ?» parce que c'est une question à se poser. Mais aujourd'hui, juste pour que vous compreniez la suite des événements, il est important que vous connaissiez l'existence de cette présidence des affaires religieuses que l'on appelle donc le Diyanet. Et donc, sous l'autorité du Diyanet a été mis en place un autre organisme qui s'appelle le DİTİB. En français, il est traduit comme l'Union des affaires culturelles turco-islamiques de Paris. En fait, c'est le Diyanet qui a créé un organisme en 1989, je crois, pour consulter les informations sur Internet. Vous pouvez aller voir sur ditibparis.fr. Ils ont des bureaux à Bordeaux, Strasbourg, Paris, Lyon, voilà, quelques villes de France. Et en fait, c'est un fonds de solidarité auquel tu cotises tous les ans pour prévoir les frais de prise en charge et de rapatriement en Turquie si tu es turc habitant en France. Alors ça peut paraître étrange, oui, mais quand tu es franco-turc, en fait, tu es enterré dans ton pays d'origine. Et il n'y a pas de question à se poser, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres communautés, et si vous avez une autre communauté, dites-moi comment ça se passe. Mais dans la communauté turque, être enterré sur les terres, le territoire de la Turquie est sacré. Et il existe d'ailleurs quelques cas où la Turquie peut vous renier en tant que turc et vous ôter votre nationalité. Et c'est vraiment terrible, c'est une calamité pour ceux à qui ça arrive, parce que c'est la pire chose qui puisse arriver à un Turc. Dites-moi d'ailleurs si vous avez ce genre d'attachement à vos terres, où est-ce que vous êtes enterré en général dans votre communauté. Il faut avouer que pour les Turcs, c'est quelque chose quand même d'assez important. Et du coup, comme c'était le premier décès dans ma famille, on maîtrisait vraiment pas du tout le sujet. On savait juste une seule chose, c'était qu'il fallait agir vite, étant donné que dans la religion musulmane, et on en parlera un peu plus tard, mais la religion musulmane demande à ce que la personne soit enterrée très rapidement. Du coup, nous avons appelé le DİTİB, l'organisme auprès duquel mon père cotisait, je crois une somme à peu près de 50 € par an, depuis presque 20 ans, pour tous les membres de sa famille, et en fait, il assurait nos arrières sans qu'on le sache. Donc on a appelé le DİTİB, que vous pouvez joindre jour et nuit, bien évidemment. Ils sont incroyablement efficaces et très respectueux. Et quand on les a appelés, ils ont tout de suite pris en charge tout ce qui était administratif. Ils ont acheté les billets d'avion, ils ont tout organisé. Et je crois que le lendemain ou le surlendemain, on était déjà dans l'avion pour Izmir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il faut savoir où est-ce que vous enterrez le corps, parce que le DİTİB va emmener le corps jusque dans la morgue la plus proche et va du coup confier le corps aux autorités sur place, qui sont les plus proches du cimetière où le corps va être enterré. Ce qui est particulier avec nous, c'est que on est d'Izmir, mon père est d'Izmir, il allait bien évidemment être enterré à Izmir à côté de ses parents. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cimetières de la ville d'Izmir sont saturés.
Et nous ne voulions pas l'enterrer en dehors de la ville parce que déjà c'est pas pratique et puis je pense pas que c'est ce qu'il aurait voulu. Du coup, mes oncles ont décidé, avec l'accord de ma mère bien évidemment, de décreuser la tombe de mon grand-père afin d'y installer le corps de mon père. Donc la tombe de mon grand-père que je visite depuis que je suis toute petite a maintenant 2 pierres qui sont celles de mon père et celles de mon grand-père. Je savais pas que c'était possible de faire ça, mais visiblement c'est possible. D'ailleurs, en parlant de pierres, ça c'est une autre histoire. J'ai appris qu'il fallait que la terre retombe bien et se tasse avant qu'on l'on puisse installer une nouvelle tombe et ça prend à peu près 1 an. Si on ne le fait pas, la pierre risque de ne pas être stable et de soit se casser, soit pas être correctement installée. Et du coup, l'année suivante, je suis retournée à Izmir pour trouver un monsieur qui s'occuperait de ça et on a réglé la pierre. Alors maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de l'enterrement et de comment ça se passe, les coutumes à la turque, sachant que, étant donné que la Turquie est quand même un pays à 99% musulman, les coutumes sont très ressemblantes à des coutumes d'autres pays qui sont également musulmans, étant donné que une fois que quelqu'un meurt, toutes les rituels qui sont autour de la mise en terre sont des rituels qui proviennent des cultes religieux. Et donc, c'est ce qui est opéré en Turquie également, avec la religion musulmane. De ce que j'ai appris, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris du coup, tout d'abord, on lave le corps du défunt avec un savon, souvent un savon parfumé. Et les personnes qui lavent le corps, il me semble qu'il y a 2 ou 3 personnes qui doivent être du même sexe que la personne qui est lavée et qui sont accompagnées d'ailleurs d'une personne d'autorité, je pense à un imam. Et ces personnes-là sont souvent des personnes de la famille, des très proches. Et pour notre cas, ça a été mon frère qui l'a fait, qui a lavé le corps de mon père avec mes oncles. Et ça m'a paru très, très, très étrange comme coutume. Et surtout, ça m'a étonnée que mon frère puisse le faire. Bon, c'est un grand gaillard quand même, c'est pas quelqu'un de très fragile, mais je sais qu'au fond de lui, c'est un petit cœur. Et du coup, ça m'a étonnée. Et quand je lui ai demandé comment il a fait, mais il m'a tout simplement dit que c'était normal pour lui et que bien évidemment que la question ne se posait même pas et qu'il allait laver le corps de son père. Donc j'ai trouvé ça assez admirable et très courageux de sa part. Et donc c'est une coutume qui se fait de laver le corps directement et ensuite de le recouvrir d'un drap blanc. Alors la religion musulmane demande à ce que le corps soit enterré très rapidement, le plus vite possible en fait. Donc dans les 24 heures, il faut que le corps soit en terre. Sauf cas très exceptionnel, et là il s'agit d'un cas exceptionnel étant donné que le défunt n'était pas dans le pays où il allait être enterré. Donc sachant que il a été déclaré mort le lundi, nous avons dû attendre jusqu'au vendredi pour que l'enterrement ait lieu, étant donné que il a fallu le mettre dans le premier avion possible, puis arriver sur place, faire toutes les démarches, et enfin c'est arrivé un vendredi. Alors le fait que ce soit un vendredi, mes tantes m'ont dit que c'était un bon jour, étant donné que c'est un jour sacré, le vendredi dans la religion musulmane, et que du coup le corps est emmené à la mosquée pour la prière, et il y avait énormément de monde à la prière de mon père, ça débordait de la mosquée, de l'enceinte de la mosquée, étant donné que c'est aussi le jour de la prière du vendredi qui est un jour où il y a beaucoup de monde à la mosquée. Et ma tante m'avait dit à l'époque que c'était quelque chose de bien d'être enterré en ayant reçu la prière du vendredi. Voilà. Si vous en savez plus, vous me confirmerez ça en commentaire, mais c'est ce qu'on m'avait dit.
Et une fois que cette prière est faite, on s'en va au cimetière pour déposer le corps. Donc voilà, une fois que c'est fait, alors il y a quelque chose qui m'a quand même assez étonnée et que nous on n'a pas respecté chez nous, mais quand le corps est emmené au cimetière, la religion musulmane préconise que les femmes ne s'y rendent pas. Il me semble que c'est parce que elles sont des âmes fragiles et que enfin, je sais pas trop pourquoi les femmes ne doivent pas aller au cimetière pour voir l'enterrement se produire. Et j'ai trouvé ça très révoltant. Moi, ça m'a beaucoup énervée et j'en ai parlé avec mes tantes en leur disant, bien évidemment, on n'a pas respecté ça, on y est allé. Ma sœur, moi, mes tantes, ma mère. Mais on est resté quand même à une certaine distance. Bon, pas une distance folle, mais quand même, on était à une certaine distance par rapport aux hommes qui étaient plutôt à ras-bord du trou. Et ça m'a vraiment gênée, en fait, cette façon de nous mettre à l'écart, alors qu'on a tous les droits d'être là aussi. Expliquez-moi si vous connaissez cette pratique, mais c'est vrai que ça m'avait pas mal étonnée. Et puis ensuite, écoutez, une fois que c'est terminé, il y a un rassemblement dans la maison du défunt. Donc nous, c'était dans notre maison à Izmir qu'il y a eu énormément de monde qui est venu. Il y avait déjà beaucoup de monde avant la prière, mais après la prière, il y a eu encore plus de monde. Tous les voisins, tout le monde était là. Et la tradition veut que, en plus de servir de la nourriture aux invités, on serve également du helva. Et j'ai lu quelque part que c'était une tradition qui datait de plus de 3000 ans, qui est vraiment ancrée dans la culture. Il y a énormément de prières et de pleurs. Et une fois que tout ça est terminé, le soir, pour nous en tout cas, ça a été un moment un peu plus intime avec les très très proches de la famille, où on s'est retrouvés tous à nous remémorer énormément de souvenirs d'enfance. Voilà, mes oncles et mes tantes ont commencé à parler de mon père quand il était petit, des habitudes qu'il avait, etc. Et on a commencé à rire et à vraiment se rappeler les bons moments et les bons côtés du défunt. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, j'ai envie de parler du deuil en lui-même. Bien entendu, chacun vit son expérience de manière très singulière et propre à soi. Cependant, il y a quelque chose qui s'appelle la culture et j'ai remarqué que celle-ci a un énorme impact sur comment on vit le deuil. J'ai notamment remarqué de très grandes différences entre la culture française et la culture turque. Je me suis rendue une seule fois à un enterrement français. C'était celui du père d'une amie quand j'étais à la fac en première année à Paris. Et cet homme s'était suicidé sans réelle raison. C'était assez tragique. Nous avions assisté à une cérémonie religieuse à l'église, puis le cercueil avait été emmené au cimetière où s'était tenue une cérémonie également très solennelle, suivie d'un rassemblement dans la maison du défunt. Et là, il y avait une ambiance très modeste, encore une fois très calme, très respectueuse, mais aussi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était énormément dans la retenue. Et c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Quand je dis la retenue, je parle de la retenue des sentiments, des émotions, de ce qui se trame à l'intérieur, quoi. Pas beaucoup de pleurs, pas beaucoup d'émotions en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas, elles n'étaient pas visibles. Si on compare avec un événement de ce type en Turquie, par exemple celui que j'ai vécu en 2016, notre maison était extrêmement bruyante, extrêmement vivante, pas forcément dans la joie et la bonne humeur, mais il y avait quand même de la vie. Il y avait beaucoup d'émotions. Les prières étaient récitées à voix haute, voire très haute. Et dans l'ensemble, j'avais l'impression que, bien qu'une vie se soit éteinte, la vie avec un grand V, continuait. Et les émotions étaient beaucoup plus exprimées avec beaucoup plus de vigueur. Parfois, ça pouvait même être un peu trop. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, pendant cet événement-là, j'avais l'impression d'être la moins triste, parce que c'était moi qui le montrais le moins. Je crois que j'étais très française à ce moment-là par rapport à toutes les autres personnes qui étaient, pour la plupart, des personnes turques qui vivaient en Turquie.
Il n'y a que très peu de personnes de France qui ont pu se joindre à la cérémonie en Turquie, à Izmir. Encore une fois, je me dis, c'est sûrement dû à la polarité de la culture orientale et de la culture occidentale. Et effectivement, il y a vraiment une vraie différence, un vrai choc de culture à ce niveau-là, qui fait que il y a une culture qui est beaucoup plus expressive et l'autre beaucoup moins. Alors là, je me demande qu'est-ce qui est le plus sain. Dans la culture orientale, il y a juste les hommes qui sont un petit peu plus dans la retenue. Mais à part les hommes, surtout les hommes qui sont censés être les mâles alpha de leur famille, ont beaucoup plus de mal à montrer leur peine et leur douleur. Mais à part ça, que ce soit les vieilles personnes, les jeunes, les enfants ou les femmes, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel pour elles d'exprimer leurs pleurs et leurs peines. Depuis que j'exerce et que je fais beaucoup de travaux sur la thérapie, notamment la thérapie sur le traumatisme, j'ai appris, et d'ailleurs c'est prouvé, mes professeurs vous le diront, j'ai appris que c'était très sain d'extérioriser les choses. Et la première étape pour se soigner d'un traumatisme comme celui d'un deuil, c'est d'exprimer ce qu'on ressent, d'extérioriser. Donc si on prend ça en tant que base, on se demande si c'est mieux d'être dans la retenue ou si c'est mieux d'être un peu plus dans l'extravagance de notre expression. Bien entendu, on n'est pas là pour critiquer, absolument pas, et justement, on est là pour apprendre les uns des autres. Donc je vous donne la parole. Dites-moi si vous pensez que, déjà vous, comment vous êtes dans une situation pareille, et puis aussi comment vous pensez que votre entourage ou alors que votre culture appréhende ce genre d'événement, et dites-moi ce que vous pensez qui est le plus sain dans ce genre de situation. Finalement, je vais finir avec, et promis, là on termine le podcast parce qu'il est beaucoup plus long que ce que je pensais qu'il allait être. Finalement, je vais terminer avec ma réaction à moi face à la mort de mon papa il y a quelques années. Et je dois avouer que je me suis pas laissée ressentir la chose, ressentir ma peine, ressentir ma douleur pendant de longs mois. J'ai essayé de reprendre ma vie tout de suite après et voilà, je suis retournée là où j'avais laissé ma vie, dans mon appartement. D'ailleurs, à cette époque-là, j'avais une colocatrice, ce qui était très rare parce que j'ai toujours vécu seule, plus ou moins. Et là, j'avais quelqu'un avec moi. Dans un sens, c'était bien, mais dans un autre, ça me permettait d'avoir un échappatoire et de ne pas me concentrer sur justement ce que je suis en train de ressentir et ma peine intérieure. Donc j'essayais toujours de faire des activités et de finalement combler un vide, combler un trou sans vraiment me poser la question de ce que je suis en train de vivre. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs voyages juste après pour essayer de me changer les idées avec une copine qui, elle aussi, avait perdu quelqu'un de proche. On était partis à Edirne et le mois d'après, j'étais partie voir de la famille d'une autre amie très proche à Pamukkale. À ce moment-là, je me suis mise en temps partiel parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait et que je n'arrivais pas à le régler et j'avais besoin de temps. J'avais besoin de plus de temps pour moi. Et il y avait une question qui m'obsédait à ce moment-là, mais vraiment que je n'arrêtais pas de me poser, et c'était toujours la même. Est-ce qu'il me voit ? Parce que on entend beaucoup de choses tout le long de sa vie. On nous dit que certaines choses se passent dans un certain cadre, et si t'es croyant, c'est comme ça, et si t'es pas croyant, c'est comme ça. Voilà, il y a plein d'avis différents, mais au final, quand ça se passe vraiment pour toi, tu te poses vraiment les questions de manière beaucoup plus concrète. Et moi, la question qui m'obsédait, c'était « Est-ce qu'il est toujours là autour de moi ?» Ou alors est-ce que l'homme, et aussi tout l'amour qu'il portait pour moi, s'est évaporé à jamais. Et puis finalement, un soir, après avoir bu quelques verres avec une de mes meilleures amies, nous nous sommes installés dans mon café préféré, celui qui s'appelle Köshem, à Kadıköy. J'étais en train de fumer ma clope, parce qu'à l'époque, je fumais des clopes, en écoutant la musique de fond. C'était un morceau de musique turque arabesque. Et on aurait dit que j'étais dans un ancien film turc, nostalgique, en noir et blanc, assise,
la tête dans la fumée, très pensive, et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis le début, depuis quelques mois, je pleurais devant quelqu'un. À vrai dire, c'était un soulagement, parce que j'avais l'impression d'être un petit peu bizarre à ne pas pleurer. Et j'ai dit à mon ami à ce moment-là que j'avais besoin de partir, de faire le point et vraiment de me retrouver seule. Sans colocatrice, sans mes collègues pour me divertir, sans mes copines, sans les soirées, sans les bars, sans rien. Et du coup, je suis partie. Je suis partie pour quelques jours à Fethiye. J'ai beaucoup pleuré à Fethiye. Beaucoup. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis retrouvée face à moi-même et face à ma douleur. Et je peux vous dire que c'était très difficile, mais aussi c'était nécessaire. Et à ce moment-là, j'ai pris énormément de décisions dans ma vie. Notamment, j'ai pris la décision que professionnellement, je n'étais pas heureuse. Que ce que je faisais, ça pouvait pas être ce pourquoi je suis venue sur cette terre. Et j'avais besoin d'améliorer mon quotidien et d'améliorer aussi, vous savez, ce truc, cette raison de vivre. Voilà, j'avais besoin d'être plus en adéquation avec ma raison de vivre. Et j'ai l'impression que ce deuil m'a fait un déclic. Ce qui m'a aidé dans ma guérison, c'était, et c'est toujours, de recevoir ma douleur, d'en parler avec les autres, de lire sur le sujet, d'écouter beaucoup de personnes que j'admire et qui m'inspirent énormément pour recréer une nouvelle vie qui est plus en adéquation avec ce que je désire et avec mes idéaux. Et pendant tout ce cheminement, il y a une phrase qui m'est toujours restée en tête et qui est devenue un peu mon mantra, celui qui guide ma vie. Et cette phrase, c'est « On n'a qu'une vie et celle-ci ne nous doit rien, même pas le fait d'exister. » Bir gün beni ararsan kalbine sor neredeyim. Merci beaucoup d'être encore là à m'écouter, les amis. C'était un épisode très difficile qui m'a pris plusieurs jours à enregistrer alors que d'habitude j'enregistre d'une traite. Je pense que c'était un épisode extrêmement utile, qu'il était nécessaire d'enregistrer. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez la chose. Donnez-moi vos témoignages. Comment est-ce que vous vivez ce genre d'expérience? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et comment ça se passe exactement dans vos cultures si elles sont différentes? Ce serait très intéressant d'avoir différents avis et surtout des témoignages. N'hésitez pas à écrire. Sur ce, moi, je vous laisse. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Et on se retrouve très très bientôt pour un autre sujet de podcast qui sera un peu plus gai, je vous le promets. Je dirais même qu'il sera très intéressant. Portez-vous bien et à très bientôt. Güle güle. Uzaklarda değilim ben her zaman sendeyim.